Bonsoir chers Itata et bienvenue dans notre émission Phoque Causé. Ce soir, nous tenterons de répondre à la question: est-ce que la maladie, on peut la vaincre? Beaucoup d'entre vous, beaucoup d'entre nous, beaucoup ont entendu, soit pour soi-même ou pour un proche, ces fameux mots: vous êtes malade. Que la maladie soit bénigne ou pas, qu'elle soit chronique ou qu'elle soit plus grave, nous avons ces symptômes qui ne sont pas seuls, qui apportent avec eux des problèmes et changent toute une vie. Nous tenterons de répondre à ces questions avec 4 invités qui ont accepté d'être avec nous. Merci d'être là, mesdames. Nous avons deux invités qui nous viennent de l'Association des Amazones, qui en parleront tout à l'heure, et évidemment 2 soignantes qui sont avec nous, Dr Deldic et Madame Théobald, tout à l'heure, que vous aurez la parole. Alors, je vais me tourner d'abord vers vous, mesdames, pour vous présenter. D'abord, vous, Madame Audrey Méniac, encore une fois, merci d'être là. Vous avez eu un premier cancer au sein, c'est ça, un cancer du sein en 2017, et depuis avril, vous êtes de nouveau en parcours de soins pour un second cancer du sein également. Vous êtes Amazone depuis 2020 et à Paris d'abord, puis en Martinique depuis lors. Alors, est-ce que vous pourriez en quelques mots nous dire ce que c'est que d'être une Amazone? Alors, une Amazone, c'est une femme qui est atteinte par le cancer et donc qui est accompagnée par l'association qui porte le même nom. Et voilà, donc qui nous permet d'avoir des soins de support. Alors, on appelle des soins oncologiques de support. Donc, ce sont des soins non médicalisés que l'association nous permet d'avoir pour pouvoir gérer le quotidien. D'accord, vous nous en direz un petit peu plus tout à l'heure. Dans un instant, on se tourne vers vous, Madame Michèle Henrion. Vous avez été dépistée du cancer du sein en octobre 2022. Vous êtes encore en parcours de soins, vous l'avez été toute l'année 2023 et encore aujourd'hui, toujours sous traitement? Toujours sous traitement, puisque c'était un cancer hormonodépendant. Donc, la chimio, la radiothérapie, la chirurgie, c'est passé. Mais par contre, je suis sous traitement anti-hormonal pendant 7 ans. D'accord. D'accord. Alors, vous êtes aussi concernée à double niveau, puisque vous êtes patiente et en même temps, vous êtes personnel soignant, vous êtes infirmière. Je suis infirmière. C'est aussi, ça, oui. vous nous direz comment vous gérez. Et vous vous êtes décrite comme une femme pleine de vie. Vos maîtres mots sont amour et bienveillance. C'est ça. Ce sont 2 qualités qui sont importantes. Déjà dans la profession, mais quand on est patient, ça a toute son importance aussi. Tout à fait. Alors, merci à vous, Madame Théobald. On se tourne vers vous. Vous êtes, quant à vous, infirmière libérale. D'abord, auxiliaire de puériculture à l'hôpital Necker avec les bébés. C'est ça. Ensuite, une expérience très enrichissante au service de réanimation dans ce même hôpital, réanimation des bébés. Lors de votre stage, vous avez fait un stage au Sénégal. C'est ça. Vous avez touché de près la souffrance et vous nous en parlerez tout à l'heure. Et ensuite, vous avez fait un parcours en service neurologique et aujourd'hui, depuis 2 ans, vous êtes infirmière libérale au Robert. C'est ça. Pourquoi c'était important pour vous de répondre à cette question ici sur le plateau et apporter des réponses aussi à nos téléspectateurs? Pourquoi? Parce que la souffrance, ça fait partie de notre quotidien en tant que soignant. Et si on ne prend pas conscience réellement de la souffrance de l'autre, parce que nous soignants, c'est notre quotidien un peu de faire mal aux autres. Et c'est important quand même de savoir ce qu'est la douleur et comment apaiser cette douleur-là. Et puis il y a différents types de douleurs, ça dépend aussi du patient qu'on a en face de nous. Et c'est important de vraiment comprendre comment ça fonctionne et comment on peut apporter un soulagement autant médicalement que psychologiquement aux patients. D'accord. Vous nous direz dans un instant comment vous aidez vos patients justement à traverser ces épreuves. Et on se tourne vers vous, Dr Deldic. Vous êtes donc oncologue médical à Oncofem. Est-ce que vous pourriez, bonsoir, et merci d'être là, est-ce que vous pourriez présenter un petit peu le service Oncofem et ce que vous y faites? Effectivement, Oncofem est un nouveau service, si on peut dire, qui s'est ouvert il y a quelques semaines au sein de la MFME, de la Maison de la Femme, de la Mère et de l'Enfant, au sein du service de chirurgie gynécologique, dans le but d'accueillir les dames atteintes d'un cancer gynécologique, donc à la fois mammaire et puis gynécologique basse, qu'on appelle nous, c'est-à-dire endomètre, col et ovaire. D'accord. Et aujourd'hui, la question qui nous rassemble est la suivante. Est-ce qu'il est possible de vaincre la maladie? Pour vous, docteur Deldic, si vous aviez à répondre à cette question, que diriez-vous?
Alors, je ne peux pas être tranchée oui ou non. C'est vrai que c'est toujours compliqué d'un point de vue du corps médical de parler de guérison, de parler de rémission. Plus on s'éloigne de la maladie et plus on a tendance à dire que oui, on peut parler de guérison. Mais c'est des termes dont nous-mêmes avons peur pour pas non plus trop mettre en confiance les patientes. C'est ça. Et mesdames de l'association Amazon, vous y êtes toutes les deux, mesdames Oui. Henrion et Meignac. Qu'est-ce que cela signifie à votre niveau en tant que... On vient d'entendre Dr Deldic sur le mot guérison, mais pour vous, vaincre la maladie, c'est quoi? Qu'est-ce que ça signifie? Alors, je ne sais pas si on peut dire qu'on vainc la maladie, mais en tout cas, chaque jour pour nous, c'est une victoire. En fait, chaque jour qu'on vit est une victoire. Donc, l'idée, c'est de vivre la journée le mieux possible, avec ce soit par des activités, des rencontres entre nous, parce que, comme dit Michel, elle est comme moi, elle est très pétillante, on danse beaucoup, on chante beaucoup, qu'on est ensemble, voilà, il y a plein de couleurs comme nous, comme on est habillés aujourd'hui. Donc, effectivement, la maladie fait partie aujourd'hui de notre quotidien. Et ce que nous, on fait, c'est profiter et croquer la vie à pleines dents chaque jour. Ouais. C'est vrai que moi, ce que j'ai aimé, quand mon oncologue, la première fois que je l'ai rencontré, il m'a dit je n'ai pas de baguette magique, on avancera jour après jour. Et parce que lui, voilà, il me dit je ne suis pas magicien. Et j'ai trouvé ça magnifique parce qu'il me disait on fera au jour le jour. Et ça m'a soulagée, en fait. Même si c'était effrayant, cette maladie. Mais voilà, de savoir que dans un cas ou dans l'autre, l'idée, c'est d'avancer chaque jour. C'est ça. Et madame, à côté de vous, dites-moi, est-ce que la résilience fait partie de cette nécessité pour avancer, ce dont parlait madame Meignac à côté? Oui, si on l'a pas, ça va être un facteur, on va dire, aggravant, hein. La personne, vous avez quand même le côté émotionnel, hein, qui est très important, et donc on peut très vite basculer dans la dépression. Et puis d'ailleurs, c'est comme pour un deuil, hein. C'est la même chose. Vous avez différentes phases et on va passer par différentes phases. Donc, Est-ce que vous pourriez, je vous interromps parce que nous avons les téléspectateurs, nos itatas qui sont à l'écoute là. Les phases dont vous parlez, vous pouvez nous les décrire sans rentrer forcément dans les détails? alors, la mémoire, elle est un petit peu défaillante des fois, mais Il y a toujours une période, la première période, c'est la période de déni. voilà. Donc, souvent, nous, on est confrontés aux patients qui ne veulent pas mettre le mot cancer sur leur maladie ou autre maladie chronique. Et puis, donc, c'est un travail à faire avec eux pour avancer avec eux et qu'ils acceptent de se sentir acteurs de leur maladie. Donc, cette période-là peut être assez longue. Après, il y a l'acceptation, acceptation de la maladie, acceptation des traitements également. Il y a la colère aussi. Il y a la colère. Mais c'est vraiment en tant que psychologue, c'est vraiment moi. Voilà, en tant que psychologue, c'est vraiment les mêmes phases que le deuil. Un deuil, quand on perd quelqu'un, on passe vraiment par les mêmes étapes en fait. C'est-à-dire on fait le deuil d'une vie précédente qui ne sera plus jamais la même. Ouais. Un corps qui ne sera plus le même et qu'on ne va pas reconnaître. Et effectivement, il y a une phase de déni parce que, alors pas tout le monde ne l'a pas, De la mais même manière, de la même façon. Mais effectivement, il y a cette période où on se dit mais qu'est-ce qui m'arrive parce que physiquement, ça ne se voit pas forcément. C'est ça. Est-ce que vous, Madame Théobald, avec vos patients, vous avez eu ce même parcours, vous avez pu voir et expérimenter ce que disent mesdames de l'association Amazon? Oui, tout à fait. J'ai vu par mes patients, mais aussi par des proches, parce que j'ai eu des proches aussi qui sont passés par le cancer. Et oui, tout à fait. Il faut accepter déjà dans un premier temps. Enfin, il y a eu la phase de déni, mais il faut surtout l'acceptation. Et puis, se réadapter à son environnement, en fait. Et que sa famille aussi puisse accepter, nous accompagner. Enfin, oui, j'ai des patients où c'est parfois compliqué. Et quand on n'a pas un entourage, on peut se sentir seul, même quand on est entouré. Et parfois, je crois que c'est le pire pour les patients. Docteur Deldic, les avancées médicales concernant... parce qu'en effet, on sait que grâce à certaines avancées médicales, des maladies qui étaient autrefois incurables, aujourd'hui, sont traitées avec succès. Aujourd'hui, nous en sommes où, concrètement? Alors, on avance de jour en jour et on continue d'avancer. Heureusement, la recherche continue d'avancer. Donc, on a des belles choses qui sont arrivées. Je pense à l'immunothérapie, qui a quand même, finalement, maintenant, on peut dire qu'elle est un petit peu obsolète parce qu'on continue d'avancer. Et on a ce qu'on appelle
les thérapies ciblées, les anticorps de rang conjugués, ça ne fait qu'avancer, ça ne fait qu'évoluer. On a nos congrès annuels où on est toujours un petit peu comme les enfants au moment de Noël, les yeux grands ouverts et contents des résultats qu'on peut voir. Donc ça donne beaucoup d'espoir effectivement dans les prises en charge pour des maladies qui avant, effectivement, la durée de vie était limitée et on avait peu d'espoir. Ok, et vous, de votre côté, les avancées dont parle Dr Deldic, vous avez pu les expérimenter à votre niveau Alors, moi, effectivement, j'ai pu bénéficier d'une chimiothérapie ciblée alors, on va dire, je ne sais pas si c'est le terme, mais mon médecin dit moins invasive voilà, que ce qu'on pouvait donner avant. Donc, effectivement, les traitements aujourd'hui sont adaptés en fonction des caractéristiques de chaque personne. Donc, un diagnostic de cancer ou d'autres types de maladies ne veut pas dire forcément mortalité, se préparer à la mort. On est d'accord qu'il y a encore aujourd'hui la possibilité de combattre. Alors, dans ce combat que l'on mène contre la maladie, des deux côtés, hein, la question est pour vous quatre, quels sont les aspects les plus importants ? Est-ce que l'environnement familial, évidemment, social, donc les amis, le cercle qui entoure, est-ce que le patient, est-ce que ça, c'est vraiment important? Pour reprendre ce que vous disiez, Pas de problème, oui. le plus important, c'est le patient. Oui. L'idée, c'est la prise en charge du patient. Et c'est vrai qu'on a pu aussi assister au dernier congrès d'oncologie en Martinique. Et c'est vrai que l'accent est mis sur le patient. Pour son accompagnement, que ce soit au niveau de la famille, mais même au niveau thérapeutique par les médecins, par les associations. Je pense que c'est quelque chose qui est très important parce qu'on a besoin d'être écouté, on a besoin d'être entouré, parce qu'on a des milliers et des milliers de questions et parfois, ce n'est pas toujours évident. Voilà, et surtout le besoin d'être entendu. Effectivement, oui. On n'est plus dans un modèle un peu paternaliste qu'on pouvait avoir avant de la médecine. En plus, en oncologie, c'est une relation de confiance et une relation sur du long terme qui se fait. Et tant qu'on n'a pas cette relation de confiance, on ne peut pas avancer. Donc, c'est un compagnonnage qu'on a avec le patient. Et voilà, s'il y a le feeling entre nous deux, on va dire, ça nous permet d'avancer ensemble, que ce soit dans les bonnes nouvelles comme dans les mauvaises. Oui, alors il y a un accompagnement, c'est vrai, vous le dites, au niveau de l'équipe, l'oncologue, etc. Mais je reste quand même sur cette question au niveau de la famille et de l'entourage. Quel rôle doit jouer? Parce que nos Itata qui nous écoutent ont peut-être autour d'eux. Ce n'est pas toujours très simple quand vous connaissez quelqu'un qui est malade. J'en prends pour exemple une amie qui me disait, il est hors de question qu'on me parle de mon cancer. Dès que quelqu'un me parlait du cancer, comment tu vas, etc., je raccrochais. Donc ça, c'est quand même, on ne sait pas quel mot utiliser, quelle place on peut jouer en tant que membre de la famille ou du cercle de cette personne. D'où ma question. Selon vous, quelle est l'importance de l'environnement, de l'entourage? Est-ce qu'on doit garder de la distance? Est-ce que... Je vais répondre un petit peu. C'est-à-dire que pour le patient qui est concerné et pour la famille, c'est aussi dur, parce que la famille, elle se trouve impactée à un degré, on va dire, moindre, mais qui quand même a des conséquences qui peuvent être très, très gravissimes. Donc en fait, le patient et la famille, l'entourage doit être suivi aussi. D'où l'intérêt des associations. Donc chez nous, les Amazones, par exemple, on reçoit les nouvelles patientes qui sont concernées par un cancer au féminin. On les reçoit avant, pendant, après, mais nous recevons aussi la famille, on parle des aidants. Parce que souvent, eux, ils se retrouvent complètement démunis. Qu'est-ce qu'on va dire à son proche à qui on a annoncé il y a un cancer? Et puis, il y a tout le suivi parce que ça ne se passe pas forcément toujours bien. Quand on est en parcours de soins, il y a beaucoup d'effets secondaires. Pardon. Il faut pouvoir accompagner le proche qui est mal. Donc, en fait, ils ont besoin aussi d'être soutenus. De comprendre aussi. Et de comprendre comment ça fonctionne. Donc, en fait, on est tous concernés. Mais c'est une question qui est délicate parce que le positionnement de chacun est important. Mais vous parliez surtout du rapport entre la personne malade et l'entourage. Oui, c'est ça. C'est ça, c'est-à-dire que en fait, ça va dépendre de la personne qui est malade parce que chacune on réagit différemment. En fait, il faut être à l'écoute. C'est-à-dire que si la personne,
en général, il vaut mieux la laisser venir vers vous. L'important, c'est qu'elle sente qu'il y a du monde à côté. Pas forcément qu'on lui pose des questions dans les détails de sa maladie, mais sentir qu'elle est soutenue, qu'elle a une visite, qu'elle a un appel, même si c'est pour lui dire comment tu vas. Si on a l'habitude de lui demander tous les jours comment elle va, ou bien de passer une fois par semaine, continuer à faire cette démarche-là. Et en fonction de ses besoins vont évoluer. Et je pense qu'on est suffisamment, en tout cas, apte à pouvoir dire, aujourd'hui, si tu as l'habitude de venir aujourd'hui, je me sens un peu fatiguée, est-ce que tu peux passer demain? Donc, c'est vraiment lui laisser à elle déjà le temps de prendre conscience de sa maladie et juste d'être là, d'être une épaule, une oreille, voilà, lui rendre des petits services de temps en temps. Voilà, je pense que... D'accord. Oui, moi, je pense qu'il y a aussi une éducation à donner auprès de l'entourage, parce que si l'entourage est là, comment vas-tu? Ça va, t'es pas trop fatiguée. Ça peut être aussi un frein et pas forcément donner l'envie à la personne qui a le cancer. Voilà, elle a déjà le sacerdoce sur les épaules. Si en plus la famille en rajoute, ça peut être pénible. Oui, puis il faut apprendre aussi à s'adapter. En fait, c'est s'adapter. Il y a aussi le fait que la famille, parfois, elle aussi est dans le déni. Oui, c'est compliqué. Ils passent par les mêmes phases. Ouais, voilà, ils passent par les mêmes phases. Alors, à notre niveau, mais ils passent quand même par les mêmes phases. Parfois, ça fait des conflits qu'ils ne comprennent pas. Et puis, comme vous dites, il faut simplement, enfin, je dis simplement, c'est pas toujours simple, mais rentrer dans les failles que la personne atteinte du cancer veut bien nous laisser rentrer dedans, en fait. Et on s'adapte. C'est à nous à s'adapter comme l'eau s'adapte à un moule, en fait. C'est pas à eux de s'adapter à nous, malheureusement, parce qu'ils ont beaucoup de choses qui changent. Pour une femme, ça peut être la libido, ça peut bousiller un couple. Pour une autre, ça peut être sa dignité, devenir incontinent. C'est très compliqué, quel que soit l'âge. Et puis après, il y a des mamans aussi, il y a les enfants. Il faut s'adapter parce qu'on reste quand même une femme et une maman. Et ça, c'est très, très compliqué. Donc, il faut juste, en fait, être là. Alors, parfois, ça demande beaucoup, que ce soit qu'on soit, même si c'est que ce soit la famille ou même en tant que soignant, ça nous demande beaucoup. Mais il faut simplement se dire qu'on n'est pas à la place de cette personne-là. Et c'est cette personne-là qui souffre autant dans son corps que dans sa tête. Et nous, on n'est pas à sa place. Et le mieux qu'on puisse faire pour elle, c'est juste s'adapter à elle. C'est ça. Oui. Et à vous quatre encore, la question se pose. Comment trouver et où trouver la force d'avancer? Parce que vous dites, chaque jour suffit sa peine, hein? Un jour après l'autre, a dit votre oncologue, Madame Méniac, mais où trouver cette force? Je crois qu'elle s'impose à nous quelque part. Alors, parfois, c'est difficile, mais je ne sais pas. Il y a des moments où on est fatigué, on n'a pas toujours le moral, mais j'ai l'impression moi, j'ai découvert quelqu'un. Voilà, chaque jour, je découvre une Audrey différente. Chaque jour, je fais des choses différentes, je découvre des choses différentes. Il y a cette part-là, et puis il y a la part aussi de l'association. Moi, voilà, c'est vrai qu'au départ, j'étais anti-association. Je me suis dit, bon, mais non, je vais gérer toute seule. Et puis, à un moment donné, pendant la période de soins, on a la chimio, on a la radiothérapie, on a des rendez-vous réguliers. Donc, on voit du monde. On voit le personnel soignant, on se fait des amis dans le service et des patients. Et puis, au bout d'un moment, tout s'arrête et là, on se retrouve tout seul chez soi. Et c'est là où ça devient un peu difficile. Oui. Et du coup, effectivement, c'est à ce moment-là où moi, je me suis tournée vers les associations et qui fait que j'ai pu avoir une vie sociale différente. D'accord. Pour moi, ça a été un petit peu différent dans la mesure où je suis effectivement soignante et patiente. Et quand on m'a fait l'annonce de mon cancer, pour moi, j'avais dit à mes collègues, dans 4 mois, je suis de retour. En fait, ça ne s'est pas passé comme ça du tout. Donc, en fait, moi, dès le départ, je me suis tournée vers la Ligue contre le cancer, puisque j'ai fait mon parcours de soins en France hexagonale. Et si ce n'est déjà pour avoir une écoute avec une psychologue, parce que ça m'a vraiment heurtée. Et il fallait que je comprenne ce qui m'arrive. Et ensuite, je me suis rendu compte de fil en aiguille que j'ai rencontré d'autres patientes. On a eu beaucoup d'échanges. Elles étaient à différents niveaux du parcours. Donc ça aussi. Et puis moi, en tant que soignante, j'ai une autre lecture encore qu'une personne lambda. Donc bien sûr, j'ai fait beaucoup de recherches. Chercher tout ce qui pourrait améliorer mon quotidien.
tout ce qui pourrait m'aider quand j'avais des effets secondaires pour en avoir le moins possible. Donc je suis toujours dans une démarche active et si vous voulez, ben, il faut que ça aille au mieux. Il faut trouver des parades pour que ça aille au mieux. Et donc du coup... Vous les avez trouvées, vos parades? Ah, j'en ai trouvé certaines, mais ce n'est pas terminé. Hein. Il y a du gros travail qui m'attend, hein, parce qu'il y a énormément de choses à faire. C'est vrai qu'avec le corps médical, il y a l'aspect médical, on va dire purement médical, mais à côté, vous avez quand même, puisque dans la maladie, dans le cancer, on sait qu'il y a des facteurs favorisants. Vous avez l'alimentation, vous avez les perturbateurs endocriniens, vous avez la sédentarité, vous avez énormément de choses. Et donc, moi, j'ai plein de choses qui fusent dans ma tête parce que j'ai des pistes de travail pour justement faire qu'on arrive, si ce n'est qu'au niveau alimentaire. D'accord. Vraiment. Je vais me tourner vers vous, justement, docteur Deldic. Pouvez-vous nous dire à nous tous, hein, nous sommes très surpris et favorablement, évidemment, nous sommes contents d'entendre cette façon, cet état d'esprit qu'a Madame Maignac et Madame Henriot. Comment vous pensez que ça impacte vers la guérison, cet état d'esprit? Moi, je suis certaine que cet état d'esprit positif joue un rôle dans l'acceptation des traitements, dans l'acceptation de la maladie et même dans la guérison. Il y a des études qui ont montré, notamment chez les dames atteintes d'un cancer du sein, que rien que l'activité physique permettait de diminuer le risque de récidive. Et moi, j'insiste toujours auprès de mes patientes à leur dire, mais continuez de faire votre vie la plus normalement possible. Moi, il faut que je sois... Il ne faut pas que vous pensiez à moi, entre guillemets. Si vous pensez à moi, si vous êtes au fond du lit, c'est que moi, ma chimio ne vous convient pas. Et c'est vrai qu'on le sait tout de suite chez les dames chez qui ça va bien se passer. Elles viennent en consultation, elles me disent qu'elles vont tel jour à la danse, tel jour elles vont marcher. Je sais d'avance que ça va bien se passer. Alors que les dames qui sont un peu plus à s'écouter, à être plus sédentaires, bah, c'est des dames chez qui les traitements vont être plus compliqués à se passer. D'accord, donc vous conseillez, mesdames, de continuer la vie. Bien sûr. Ok. C'est très important. Est-ce possible? Ben, c'est tout notre travail de faire que ça soit possible. Les associations de patientes sont vraiment aidantes et les dames, en discutant entre elles, voient que oui, on peut faire de la chimio et oui, on peut aller à l'aquagym, oui, on peut aller marcher. C'est tout le but de pouvoir concilier les traitements et la vie quotidienne, normale, on va dire. Madame Théobald, à votre niveau, oui, tout à fait. en tant qu'infirmière libérale, alors on parle de cancer beaucoup puisque vous êtes de l'association Amazon, mais au-delà de la maladie cancer, il y a aussi toutes les maladies chroniques qui handicapent un peu le quotidien des patientes. Comment est-ce que vous voyez ces femmes, ou ces hommes d'ailleurs, comment vous voyez leur état d'esprit? Est-ce que vous les encouragez? Vous trouvez vous-même une part de résilience, de force nécessaire pour leur transmettre? Tout à fait, que ce soit la maladie ou un pur handicap. Quand il y a, l'état d'esprit en fait joue sur la continuité, enfin la possibilité de continuité dans la vie en fait de la personne et puis les activités, tout ça, c'est super important parce qu'une personne qui reste, comme a dit docteur Deldic, une personne qui n'a pas l'état d'esprit positif, c'est sûr que elle peut pas, je ne veux pas dire 90, mais 50% du bien-être part déjà du mental, en fait. Et je vois chez mes patients, j'ai des patients qui ont de gros handicaps, mais qui vivent, ils n'ont pas une vie, en fait, comme vous et moi, on peut se lever le matin et dire on part comme on veut, mais ils ont leur activité, ils ont une vie sociale, ils échangent, ils sont épanouis, alors qu'on voit d'autres patients qui ont leur capacité motrice et qui sont en dépression ou qui ont eu un AVC mais qui sont moins en difficulté qu'une personne qui est handicapée depuis des années et qui n'y arrivent pas. Parce que c'est une question tout n'est pas une question de mental, mais c'est très, très important. En tout cas, dans le combat qu'on mène pour répondre à la question « peut-on vaincre la maladie ?» selon vous, de manière concordante, vous dites qu'il est possible de... Moi, je sais que j'encourage... C'est un grand pourcentage, en tout cas. Ah oui, je motive toujours mes patientes. J'ai d'ailleurs une patiente qui est atteinte d'un cancer, qui est en traitement actuellement. Et moi, quand je la vois, je lui dis toujours, Madame Intel, mais quand je vois, je suis tellement contente. Quand ma collègue nous a dit qu'on allait la voir, je me suis dit, oh là là, mon Dieu,
C'est quelque chose qui est quand même, faut traverser parce que c'est du libéral, c'est pas la même chose qu'on n'a pas le même accompagnement qu'en hospitalier. Et en fait, les premiers moments, j'étais tellement contente de voir comment elle traversait ça. Et chaque fois que je la voyais, parce que les premiers moments, c'était toutes les semaines, et je disais, mais je suis contente de vous voir, je suis contente de voir. Même quand elle allait pas, elle avait mal, elle avait le sourire. Et à chaque fois, je l'encourageais, à chaque fois, je l'encourageais. Et là, ben, elle me dit, ben, petit à petit, chaque jour suffit sa peine. J'avance. C'est d'abord la maladie, après, il y aura l'intervention, après, il y aura la radiothérapie, après, on va passer à autre chose. Il n'y a pas un moment où je l'ai vue à terre. Elle a travaillé jusqu'au bout, tout tant qu'elle pouvait, jusqu'à ce que le médecin a dit non, le bilan n'est pas correct. Alors là, on va s'arrêter, il vaut mieux être sage. Mais elle accompagne ses enfants à l'école, elle sort, elle va à la plage quand elle est fatiguée, elle se repose, mais elle a des activités, quoi. C'est ça, on parlait de souffrance physique, puisqu'on parle de maladie. Et il y a certainement dans tout ce parcours des moments de doute. Des moments où on a l'impression d'être au fond du trou. Mesdames d'abord et vous, mesdames ensuite, comment faire face à ça? Qu'est-ce que vous dites Accepter ses émotions. Hein. Mhm. Moi, en ce moment, j'ai beaucoup d'effets secondaires parce que le traitement anti-hormonal, ça génère beaucoup de douleurs articulaires. Et je ne sais pas si le temps est un facteur qui joue aussi. Il pleut beaucoup, il fait plus humide. J'ai très très mal au niveau des articulations, hein, et c'est surtout au repos, donc la nuit. Donc en fait, j'ai de très mauvaises nuits. Oui, donc ça m'arrive. Alors, ça m'arrive de pleurer, hein, parce que j'ai mal. Et que je ne vais pas tout le temps prendre des antidouleurs parce que j'ai déjà pris la chimio. Et que voilà, donc j'essaie de trouver des solutions, on va dire, plus light. Donc je me masse avec des produits, on va dire, qui sont plus à base de plantes, plus naturelles, mais l'effet ne dure pas dans le temps. Donc, écoutez, je fais avec. C'est vrai que c'est pas toujours évident. Et puis après, sinon, voilà, je participe aux activités qu'on me propose. Hein. Donc, je fais de la balnéo. Bon, ces jours-ci, je suis pas trop allée à la mer parce qu'il faisait pas très beau. Mais le fait de bouger, en fait, diminue les douleurs, permet, en tout cas, une période de la journée d'avoir moins mal. Donc en fait, voilà, on essaie de trouver des petites choses comme ça pour soulager. Mhm. D'accord. De mon côté, ce qui m'a beaucoup aidé, parce que pareil comme Michel, moi aussi, j'ai un traitement anti-hormonal, et moi j'ai eu énormément d'effets secondaires, et ce qui m'a aidé dans un premier temps, ça a été du coup les soins de support avec les associations, le yoga, le pilate, la sophrologie, la réflexologie, les massages également. Et puis, c'est vrai, le fait d'avoir une activité, de pouvoir bouger son corps, de pouvoir faire des étirements, effectivement que ça aide. Mais c'est vrai qu'il y a des jours où on ne peut pas se lever parce qu'on a des douleurs et c'est compliqué. Ces jours-là sont Il y a des mauvais jours, docteur Deldic, quand vous avez vos patientes qui vivent et traversent ces mauvais jours. Quels sont les mots que vous trouvez pour pouvoir les encourager? C'est obligatoire d'avoir des mauvais jours, même sans la maladie, on a tous des mauvais jours, donc qui peuvent être plus marqués. Et c'est vrai que des fois, on annonce la rechute, on annonce la récidive de la maladie. Les mots, faut les trouver, il faut donner de l'espoir. C'est aussi le but de cette émission ce soir. C'est dire que tout n'est pas fini, que la bataille n'est pas finie, qu'on a une autre arme sous le bras. Et moi, je prends toujours l'exemple. Je leur dis à mes patientes, voilà, c'est un peu comme un circuit en rafting. Vous descendez le circuit, et sur le parcours, il y aura des pierres, il y aura des fois des périodes d'accalmie. Le cancer, c'est ça. Et il y aura toujours un avant et un après cancer, et on ne peut pas comparer avec le avant cancer. Et cette image du rafting, elles aiment plutôt bien. Oui, mais ça nous parle en effet. Et merci, docteur Deldic. Quant à vous, Madame Théobald, vous avez donné un superbe exemple d'une dame qui est dans la résilience, etc. Mais est-ce qu'elle l'est toujours? Est-ce que tous les jours sont docteur Deldic? On a toujours, elle disait, docteur Deldic à côté de vous, qu'il y a toujours des mauvais moments, des mauvais jours. Est-ce que il y a de mauvais jours, oui. Et ces jours-là, moi, ce que je fais, moi, c'est ma technique. Après, le domaine du libéral, c'est compliqué, on court beaucoup. Mais parfois, je mets un peu certains patients de côté, c'est-à-dire je rallonge ma tournée et je prends un temps pour parler. Et des fois, je n'ai pas besoin de parler, mais juste les écouter.
Je m'assois et je dis, aujourd'hui, la tournée, au lieu de finir à midi, elle finira à 13h, à 14h. Et je l'écoute. Parce que la vérité, le libéral, c'est pas un secteur... Enfin, on n'a pas d'urgence, en vrai. Donc, s'il y avait une urgence, les patients seraient en réalité hospitalisés. Donc, je peux me permettre de retarder certains patients et prendre le temps parce qu'aujourd'hui, même si, voilà, c'est pas... je ne dirais pas que ce n'est pas notre rôle, c'est notre rôle. C'est notre rôle. C'est notre rôle, mais ce n'est pas l'objectif primaire pour lequel je vais chez ce patient-là. Mais à ce moment-là, c'est limite une urgence, en fait. Parce que je deviens l'oreille ou l'épaule sur laquelle elle a besoin de se reposer, parce que je vais la laisser après. Quand je vais fermer la porte, elle sera toute seule et je ne sais pas ce qu'elle va faire, en fait. Ouais. Mais c'est tout là l'intérêt des associations de patientes, parce que ça leur permet beaucoup de discuter entre elles. Et moi, je sais que j'ai beaucoup de patientes où elles s'échangent leurs petites techniques, choses qu'on n'est pas au courant, et elles nous disent « mais si, j'ai vu ça avec Michel ou je ne sais qui de l'association, elle m'a donné ça comme technique, je vais essayer ». Et les associations, c'est très important. Ça permet aux patients de ne pas se sentir seuls et de se dire « ah ben en fait, il n'y a pas que moi qui ai ce problème-là. Je ne suis pas la seule ». Ça aide beaucoup. Mais surtout quand, excuse-moi, mais surtout quand il n'y a pas la famille à côté qui est en capacité d'entendre la souffrance du malade, c'est important en fait. C'est important d'avoir des associations qui fait ce cocon en fait. Parce que, comme je disais à ma patiente, en fait, c'est pour moi, quand je regarde un peu, je n'ai pas traversé cette épreuve-là, c'est comme si, en fait, c'est comme un phénix qui renaît de ses cendres, en fait. Vous mourrez à vous-même et vous êtes dans une phase où vous êtes complètement détruite et vous renaissez petit à petit et vous devenez une version 2.0 de ce que vous étiez avant, en fait, parce que vous n'avez plus les mêmes attentes, vous n'avez plus les mêmes objectifs, vous ne voyez plus la vie de la même manière, en fait. Et il faut aussi qu'après cette deuxième partie de la maladie, que la famille aussi comprenne que vous n'êtes plus cette même personne-là. Et c'est encore une autre phase d'acceptation. Et ça, c'est pas facile à entendre par tout le monde. Vous vouliez dire quelque chose ? Oui, en fait, j'ai pensé à vous aussi parce qu'on a parlé beaucoup des associations, mais l'accueil aussi qu'on a des médecins. Moi, je sais que quand j'allais en chimiothérapie, les infirmières, les médecins, ils étaient très accueillants. Il y avait toujours une bonne ambiance. On avait l'impression qu'on allait en boîte de nuit. Tellement que quand j'étais là-bas, il y a un patient qui me dit « Ah, c'est bien, tu viens prendre ta dose de ton décollage. » Alors moi, je lui dis « Mais qu'est-ce qu'il me raconte ?» Il me dit « Oui, tu viens prendre ton petit rhum, ton petit punch. » Il parlait de la chimiothérapie. Et là, on était éclatés de rire, les infirmières et tout. Mais ça aussi, ça aide, en fait. En fait, le premier rendez-vous, le premier contact, comme tu disais tout à l'heure, c'est que c'est important, en fait, la façon dont le médecin nous parle, les mots qu'ils utilisent. Mais vraiment, ils jouent un rôle important, vraiment très important. En fait. C'est vrai que quand les patientes nous disent « mais ici, tout le monde sourit, tout le monde est gentil », moi, entre guillemets, ça me choque parce que je me dis que si dans un service de cancérologie, on n'a pas le sourire sur les lèvres, c'est qu'on n'a pas choisi le bon métier. C'est ça. Alors, dans tout ce que vous dites, on a envie de se projeter. Est-ce que c'est un conseil que vous donnez, docteur Deldic, Madame Théobald, et vous, mesdames, est-ce que l'avenir, se projeter vers l'avenir, est-ce que c'est quelque chose de toujours faisable, même après un diagnostic de cancer ou de toute autre maladie contraignante pour la vie de tous les jours? Est-ce important? Oui, on peut se projeter. Alors, on va plus se projeter comme avant, avec un terme à longue échéance, on va dire. Mais on va se projeter... Au début, ça va être au jour le jour. Et puis, au fur et à mesure qu'on avance dans le parcours de soins et qu'on voit, qu'on récupère, qu'on va un petit peu mieux, on va se projeter au fur et à mesure. Et d'ailleurs, je dirais même que quand on a des projets, justement, ça nous permet d'avancer mieux. Parce que la vie ne s'arrête pas. C'est pas parce qu'on a des moments, justement, où on est en bas, que ça veut dire que c'est comme ça tout le temps. Et le fait de se fixer des objectifs, ça vous fait oublier aussi votre maladie. Et finalement, c'est tout bénef pour moi, en fait. Parce que je suis convaincue que l'état d'esprit que l'on a fait partie aussi de cette fameuse guérison. Moins on a de choses négatives en pensée, en façon de vivre, mieux on va se porter.
Et ça, c'est vraiment très important. Oui, ce fameux état d'esprit dont nous parlions tout à l'heure qui Voilà. permet de positiver. Et célébrer et en fait, célébrer la vie tous les jours. Et c'est ce que tous les bien portants devraient faire aussi, hein, Oui, c'est ça. avant de tomber malade. Et sur ça, je suis vraiment... parce que je vous ai dit que j'étais patiente, mais et soignante aussi. Moi, j'ai fait du libéral et j'ai fait donc de l'intra. Normalement, je travaille en médecine physique et de réadaptation, hein, quand j'ai eu mon diagnostic. Ce sont de gros patients, pathologies chroniques. Alors moi, en tant qu'infirmière, quand j'arrivais dans le service, les patients le savaient. Parce qu'il y a le soin, il y a la technicité, mais il y a le relationnel. Et le relationnel dans le soin, je dirais pour moi, ça fait 50%. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi. Tout à fait. Et donc, moi, on me connaît dans le service et mes collègues aussi. Au début, elles disaient, mais Michel, elle est folle. mais c'est exactement ça. Moi, le matin, j'arrivais, je prenais mon portable et je mettais un son et je chantais pour mes patients. Je distribuais mes médicaments et je chantais pour mes patients. Mais ils adoraient ça. Ils me disaient le lendemain, ils me disaient, t'es là demain parce qu'ils attendaient que je sois là. Et j'avais la carte de santé qui passait, qui disait, non, Michel, mais je dis, non, madame, allez, on va demander aux patients, vous verrez, ça fait partie du soin. Parce qu'en réadaptation, on travaille, les patients travaillent dur, il faut qu'ils récupèrent par rapport à leur handicap, hein, ils ont une part où il faut qu'ils bossent. Mais il y a la partie aussi où il faut qu'ils puissent évacuer et s'amuser. Et rien de mieux, il y a la thérapie par le rire, hein, ça existe hein, Oui, quand même. tout à fait. D'accord. Bien Donc sûr. le rire, il n'y a pas mieux que ça. La musique, il n'y a pas mieux que ça. Et ça permet d'avancer. Et c'est vrai qu'on s'est rencontrés chez les Amazones. C'est vrai qu'on est un peu pareil. Hein. Donc on s'est bien rencontrés. On est un peu les faux-folles des Amazones. On aime ce qui bouge, on aime la vie. Et je vous dirais, même quand j'ai mal, si j'entends la musique voilà, ben je n'aurai plus mal. Alors que la douleur, elle est là. Hein. Mais en fait, ça va faire comme un effet placebo. Mais ça fonctionne. Donc en fait, pourquoi pas ne pas l'utiliser. C'est ça. Et les soignants, c'est ce que je vous disais aussi, hein, en tant que soignante, l'empathie, c'est important. Pouvoir se mettre à la place de la personne qui est souffrante en face. Juste se mettre à la place. On n'a pas dit de prendre, on ne va jamais ressentir, mais se mettre à la place. Lui laisser un temps de parole, lui laisser le temps de s'exprimer. Pour exprimer, parce que les émotions, ça s'exprime. Il ne faut pas les garder en soi. Donc les exprimer et que vous avez quelqu'un en face, juste une oreille pour écouter, une écoute, parce qu'on n'a pas besoin de mettre des mots toujours sur les mots. C'est ça. C'est simplement l'attitude de la personne que vous aurez en face qui fera que. Merci à vous. Madame Méniac, à côté, l'avenir. L'avenir. Alors moi, j'ai toujours 3 millions de projets. Dès qu'on se rencontre, on a des nouveaux projets. C'est vraiment ça. Moi, comme Michel a dit, on en parlait dernièrement, elle disait que pour elle, son cancer, c'est un cadeau. Et moi, je le vis un peu pareil aussi. C'est-à-dire que je n'ai jamais fait autant d'activités, autant de voyages depuis que j'ai appris que j'avais un cancer. J'ai vraiment je voyage chaque année. Je fais plein de choses, plein d'activités nouvelles. Alors qu'avant, moi, j'étais très timide. Ah non, dès qu'il y a un truc que je ne faisais pas, j'étais chez moi. Ah ben non. Je sors tout le temps. Ma mère, elle a dit pour son vœu de nouvelle année, je souhaite, Audrey, que tu sortes quand même un peu moins cette année. J'ai dit, mais d'accord, maman, mais non, c'était raté. Hein. Parce que 2 minutes après, j'ai dit, attends, il y a une soirée, j'y vais. Mais effectivement, les projets, ça aide. Effectivement, on les fait différemment parce qu'à un moment donné, effectivement, il faut qu'on se soigne et du coup, le corps, il est différent, donc on fait en fonction du corps. Mais les projets, ça aide beaucoup et on en fait. Ouais. Merci, Madame Méniac. Vos patientes, mesdames, elles se projettent l'avenir. Comment vous les aidez à voir et à entrevoir cet avenir? Moi, j'ai 2 exemples qui me viennent en tête. Donc, une de mes patientes qui, elle est très positive. Elle m'a dit d'abord la pathologie, mes enfants à côté, et jour après jour. Et une fois que j'aurai fini tout ça, je visualise déjà une autre façon de vivre. Et moi, cette femme, je l'admire énormément. J'ai beaucoup d'admiration pour elle. Et puis, j'ai aussi l'exemple d'une de mes proches qui, quand j'étais là-bas, elle est venue là-bas pour se faire soigner. Et j'ai traversé vraiment, c'est vraiment de près, j'ai traversé vraiment la pathologie avec elle. Et aujourd'hui, elle est en phase de rémission quand je vois comment elle vit. Alors déjà, avant, c'était quelqu'un de très dynamique, mais aujourd'hui, elle vit quoi.
Et elle s'est accrochée. Et pas une fois, elle s'est dit, et si je pars? Non, elle s'est dit, quand ce sera fini, je ferai ça. Pendant toute la période de traitement, quand ce sera fini, je ferai ça. Quand ce sera fini, quand je retournerai aux Antilles, je ferai ça. Elle est rentrée. Et elle fait tout ce qu'elle dit qu'elle veut faire, en fait. Et c'est vrai que s'accrocher à des projets, avoir une perspective d'avenir, c'est un pilier, en fait. C'est très important. Je le vois au quotidien, c'est très important. Que ce soit, quelle que soit la pathologie, handicap ou pas, c'est très important. C'est vrai que les patientes parlent beaucoup de voyages. Et moi c'est vrai qu'à chaque consultation, je dis alors, c'est quoi le prochain voyage? Ou alors, vous êtes allé où? Alors, comment c'était? Et oui, elles vivent différemment les choses. C'est obligé d'avoir des projets, et encore plus, je pense, quand on a été touché par la maladie. Alors, vous faites un travail formidable, mesdames, on ne peut que saluer. Et évidemment, vous êtes associées à cette petite touche d'amour que vous nous transmettez. Vous, en tant que soignant, où trouvez-vous, je parle de vous en tant que soignant, cette force justement pour annoncer, traiter, être l'oreille, être l'épaule? Docteur Deldic, j'ai envie de vous poser à vous la question. En tant qu'oncologue, vous êtes au milieu de la tempête avec les patients. Dites-nous. Alors, la force, on la trouve dans notre intérieur, on va dire. On l'a aussi via la famille, parce que c'est vrai que la famille encaisse beaucoup. Il y a beaucoup de pleurs des fois quand on rentre à la maison, ou de colère. Et puis après, on la trouve avec les patients qui vont bien, qui eux-mêmes nous tirent un petit peu vers le haut. Et puis, je pense que via ces patientes qu'on rencontre, on se dit, finalement, on n'a qu'une vie, et oui, il faut en profiter et pas attendre. Et c'est aussi, moi, je sais que je voyage beaucoup, et par l'intermédiaire de ces voyages, je récupère les forces. Super, très bien. Alors, nous allons nous tourner vers nos internautes. Vous la connaissez déjà, c'est la Tribune Digitale. Alors, la question de notre téléspectateur, c'est un fidèle de l'émission, est la suivante. Sommes-nous tous égaux devant la maladie? Alors, à cette question, il y avait évidemment des commentaires associés, mais j'ai choisi, je vous épargne les détails, mais la question est la suivante. Sommes-nous égaux, docteur Deldic? On va commencer par vous. D'après vous, sommes-nous tous égaux devant la maladie? Alors non. J'aurais envie de dire, on n'est déjà pas tous égaux face aux risques, aux prédispositions qu'on peut avoir, donc que ce soit au sein de notre famille, avec tout ce qu'on peut appeler les gènes de prédisposition à certains cancers, et puis notre matériel génétique, en fait, qui est propre à chacun. Donc non, on n'est pas tous égaux face au risque du cancer. Après, concernant la maladie en elle-même, eh bien non plus. On a toujours deux cancers. Un cancer n'est pas un autre. Un traitement ne va pas être le même chez une personne X ou chez une personne Y. Donc, chaque personne est différente, et chaque personne va réagir de manière différente par rapport à son voisin. Alors oui, toujours à vous, cette question est posée, deuxième question de la Tribune Digitale. Évidemment, vous aurez la parole aussi, mesdames, dans un instant. Pourquoi est-ce qu'encore aujourd'hui, il est nécessaire, disent certaines personnes, de partir en France ou à l'étranger se faire soigner, alors qu'ici en Martinique, surtout avec le nouveau service d'Oncofem, on a des soins qui existent, des traitements qui existent. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, certaines personnes ont véritablement envie de partir, quoi? Alors, je pense que ça reste dans les pensées encore de certaines personnes. On se fait mieux traiter en métropole. Nous, le but, évidemment, avec ce service Oncofem, c'est d'éviter le plus possible ces fuites, on va dire, sanitaires. C'est ce que j'explique, moi, aux patientes. On est soumis tous au même schéma de traitement. Donc c'est très codifié, c'est des référentiels qui sont nationaux, internationaux. On a les mêmes molécules accessibles. Alors, on n'a peut-être pas encore toutes les études qu'on peut avoir dans des centres de référence. Je pense notamment à l'Institut Gustave Roussy à Paris. Mais le but est qu'on diminue le plus possible ces écarts de prise en charge entre la France hexagonale et la Martinique, par exemple, pour éviter aux patients de partir en métropole et qui implique tout ce qu'il y a à côté, le logement et tous les frais annexes qu'il peut y avoir, l'éloignement de la famille. Donc, si on peut gérer ça au plus proche de l'habitation, c'est quand même mieux. Et c'est tout le but de l'ouverture du service Oncofem
d'il y a quelques semaines. Mhm. D'accord, merci. Madame Théobald, égaux devant la maladie, selon vous? Non, pas du tout, pas du tout, parce que, alors, hormis l'aspect purement je veux dire, médical, sur un plan psychologique et puis d'entourage familial, non, c'est impossible. On ne peut pas d'une personne à une autre. Encore une fois, je prendrai mes deux exemples. Un proche de mes proches où on était très autour d'elle. Dès qu'elle voulait manger quelque chose, on lui cuisinait, on allait partout avec elle. Dès qu'on pouvait sortir, on sortait. Si elle voulait pas sortir, on restait avec elle. Enfin voilà. Et du coup, ça l'a beaucoup aidé. Et puis de notre côté, alors d'autres exemples que j'ai où il y a eu des personnes qui ont un entourage plutôt toxique et c'est beaucoup plus compliqué, on voit les effets, non, on n'est pas égaux, on n'est pas du tout égaux, et si on n'a pas cette force de caractère de filtrer autour de soi, de mettre un filtre autour de soi et de faire des choix qui, malheureusement, peuvent blesser les autres, mais pour le bien-être du malade, enfin, filtrer les personnes qui viennent autour de nous, ben ça peut être à la défaveur du malade, en fait. C'est très important, pour moi, en tout cas, d'un visu extérieur, c'est très important que le patient, le malade, fasse un filtre à ce moment-là parce que sa vie en dépend. Pour moi, en tout cas, sa vie en dépend parce qu'on n'est pas égaux. Donc, il est décisionnaire de son destin, au final. D'accord. Mesdames, partir se faire soigner à l'étranger, vous y aviez pensé ou pas? Alors moi, je l'ai fait. Pourquoi? Parce que ma fille vivait en métropole, donc pour ne pas rester seule pendant le parcours de soins. Et au moment où j'ai été dépistée, il y a eu un problème, il y a eu un retard de prise en charge. C'est vrai que quand on vous l'annonce, tout ce que vous voulez, c'est le plus rapidement possible. En tout cas pour moi, c'était passer à l'action et je devais subir une chirurgie. Et pour faire ça, il fallait faire 2 examens, mais il y en a un que je ne pouvais pas faire ici parce qu'il y avait une rupture de produit de contraste. Et on ne savait pas quand est-ce qu'il y en aurait. Donc bon, moi, ma décision a été de partir et surtout que ma fille m'avait dit « Maman, ne reste pas seule ». Donc j'ai fait le choix de partir en France hexagonale. Maintenant, c'est vrai que les choses s'améliorent en Martinique. C'est vrai qu'on avait des problèmes de prise en charge, hein, ça c'est indéniable. Hein, il y a des médecins, il y a des problèmes de spécialistes, hein, parce qu'on n'a pas forcément ce qu'on a sur le territoire. Donc des fois, ça peut pêcher dans le délai des rendez-vous. Mais au jour d'aujourd'hui, vraiment, il y a un gros travail qui est fait. Et je pense que l'avenir va nous permettre à la population martiniquaise vraiment de pouvoir avoir une très bonne prise en charge en Martinique. Oui, ça, nous j'en l'espérons suis tous. vraiment convaincue. Maintenant, à la question est-ce que nous sommes égaux? Non, nous ne sommes pas égaux. Comme disait Dr Deldic ou bien, rappelle-moi Shane, excuse-moi. Alors moi, je dirais aussi qu'il y a tout simplement les parcours de vie des uns et des autres. Nous sommes tous différents. Nous sommes tous pareils, mais nous sommes tous différents. Et vous avez les histoires de vie des uns et des autres qui vont faire aussi que nous ne sommes pas égaux face à la maladie. Donc oui, force de caractère ou pas, tout le monde ne l'a pas. Et c'est justement ces personnes-là vers qui il va falloir aller pour essayer de leur donner la pêche et de s'accrocher et d'avancer au mieux pour eux. Donc oui, non, on est vraiment pas égaux. D'accord. Voilà. Madame Méniac. Alors, moi aussi, j'ai fait mon parcours en métropole, mais bon, moi, j'étais une globe-trotteuse. Donc, à l'époque, j'habitais en Guadeloupe quand j'ai eu mon premier diagnostic. Et du coup, je suis partie en métropole parce que mes frères et sœurs sont en région parisienne. Et c'est pour ça qu'effectivement, avec ma famille, j'ai fait le choix de partir. Et puis, face à l'égalité, effectivement, tout le monde est différent. Chacun est différent. Ne serait-ce que dans une famille, vivre la grippe, déjà, on aura un qui va cavaler dans tous les sens et qui sera très bien, et l'autre qui sera, voilà, et l'autre qui sera avachi pendant 4 jours au bout de sa vie. Donc, non, on n'est pas égaux face à la maladie. Effectivement, voilà, chacun est différent. Et effectivement, moi-même, en tant que psychologue, la façon de le vivre aussi est différente en fonction de son état d'esprit, sa façon d'aborder la vie, c'est différent.
Alors, sans transition aucune, je regarde effectivement le temps passe trop vite. Alors, de fait, on va devoir conclure et la conclusion idéale, à mon sens, serait le message d'espoir que chacune d'entre vous est venue apporter sur ce plateau aux Itata et aux téléspectateurs, téléspectatrices qui nous regardent. Je vous laisse chacune à peu près une minute, un peu moins d'une minute, transmettre quel est le message que vous êtes venu apporter ici. Est-ce qu'on peut vaincre la maladie selon vous? Alors, on va pas être moi, je ne serais pas catégorique, mais en tout cas, ce qui est important pour moi dans le vécu de ma maladie, c'est de partager de l'amour, des moments de joie, des moments de convivialité, et puis de croquer la vie à pleines dents. Voilà, chaque opportunité, j'essaie de la prendre et voilà. Merci, Madame Méniac. Alors moi, je dirais vaincre la maladie, c'est tous les jours. Tous les jours est un jour gagné, une semaine, une année, donc on vainc la maladie jusqu'au moment où, ma foi, le départ doit se faire, mais on a quand même des guérisons, je dirais, spectaculaires, miraculeuses, ça existe. Donc il faut y croire, il faut avoir la foi et il faut avoir beaucoup d'amour. Parce qu'en fait, l'amour, c'est le médicament, je dirais, le plus efficace, le moins cher. Ah, oui, le moins cher. Et quand on sait le donner, franchement, ça améliore la vie. On sait qu'on est tous que de passage. Et franchement, je pense que ça fait toute la différence et qu'on peut gagner énormément sur la maladie. Donc oui, en quelque part, on peut guérir de la maladie. Pas forcément comme on l'entend, C'est ça. mais on peut. Voilà, Très c'est bon ce que je dirais. message. Merci à vous, mesdames. On se tourne vers vous, Madame Théobald. Votre message d'espoir? Moi, je dirais, je rejoins tout à fait, excusez-moi, j'ai oublié, Michel et Audrey. Et beaucoup d'amour, beaucoup avoir la foi, ne pas perdre espoir. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Et un message pour les malades, ce serait n'hésitez pas à trier et à enlever tout facteur de toxicité autour de vous, parce que on le voit, les éléments toxiques mais avachis et font sombrer. Et voilà, on n'a qu'une vie. On n'a qu'une vie. Alors, on ne dit pas d'expédier tout le monde, mais de faire les bons choix. Parce que ça ne pardonne pas. Si on fait le mauvais choix, parfois, on n'a qu'une seule chance pour prendre le dernier virage. Et si on le prend mal, on va direct dans le gouffre. Et puis, pour les aidants, moi, je dirais apprendre à entendre. Respecter et entendre, en fait. Et être là pour supporter la personne. Voilà. Très bien, merci à vous, Madame Théobald. Docteur Deldic, on va terminer avec vous. Votre message d'espoir. Alors moi, mon message, je ne peux pas partir sans donner mon point de vue médical. Bien sûr. Si on veut vaincre la maladie, il faut la prendre en charge précocement. Et qui dit précocement dit importance du dépistage. Donc dépistage par la mammographie, par le frottis. Pour le cancer du col, c'est très important. Et puis aussi le test pour le cancer colorectal. Donc dépistage. Très bien. Merci à vous, toutes les quatre. Merci à vous, mesdames, pour le travail formidable que vous faites. Merci à vous, aux Amazones, d'être là, d'exister et de porter ce message d'espoir. Nous espérons que ce soir, vous avez partagé ce moment avec nous. Vous avez ces mots, bienveillance et amour qu'ont cité nos invités ce soir. Vous les avez partagés avec nous. Très bonne soirée. On se dit à jeudi. Bonne soirée, les Itata. À bientôt.